Bonjour et bienvenue dans cette émission du 4 octobre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vous propose une émission sur un thème d'actualité, mais qui va nous permettre de prendre du recul, d'élargir un peu le champ de vision, autour du thème « Que et qui croire ?» Fait contre croyance et crise de l'expertise. Car on voit effectivement que la pensée complexe est extrêmement en souffrance par les temps qui courent. On observe tout un ensemble de positions extrêmement tranchées, identitaires à bien des égards, partisanes souvent sinon sectaires, qui polarisent le débat, favorisent l'antagonisme de différents groupes, mais sont également à risque de nous faire tomber dans des caricatures de pensée plutôt que dans cette sensibilité ouverte par rapport au réel qui caractérise la pensée complexe. Et déjà avec un point de départ qu'il me tient à cœur de rappeler, de l'évidentialité, comme on dit dans le jargon scientifique. Qu'est-ce que l'évidentialité ? C'est qu'est-ce qui me conduit à être convaincu de quelque chose que je sais ou que je crois savoir. Et bien sûr, des sources d'évidentialité majeures, c'est l'expérience personnelle. J'ai vécu quelque chose et donc je le sais, je le connais de l'intérieur. Ça peut être que quelqu'un de digne de confiance m'a dit quelque chose et donc je n'ai pas raison d'en douter. Ça peut être parce que cela vient d'une autorité crédible et donc là encore, il y a un degré d'expertise dont je ne dispose pas et qui me prédispose à tenir pour vrai ce qui m'est dit. Ça peut être parce que c'est su de sagesse immémoriale, on a toujours su cela à travers l'espace et le temps. Ça peut être dans certaines cultures parce que j'en ai eu l'intuition, parce que je l'ai rêvé, parce qu'un ancêtre décédé me l'a dit, ou un élément naturel, ou bien dans des versions évidemment un petit peu plus caricaturales aujourd'hui, vues à la télé, ou colportées par les médias, et même à un niveau personnel, l'anthropologie et les neurosciences nous apportent une vision extrêmement intéressante de cette question et assez anarchiste, ce qui évidemment n'est pas pour me déplaire. Alors je précise que quand je parle d'anarchisme, ça n'est pas le fait que j'aime le désordre ou la violence, mais c'est que trop souvent dans les systèmes humains, la hiérarchie et les systèmes de pouvoir suppléent au manque de conscience. Et quand la conscience est là et partagée, on voit qu'il y a besoin de très peu de pouvoir à l'intérieur d'une société. Imaginons le service d'un hôpital avec un mandarin extrêmement autoritaire qui rabaisse ses étudiants et ses collègues, qui décrète les choses de manière définitive, et puis le même milieu de travail avec des gens compétents, respectueux et ouverts qui aiment la disputatio, donc la confrontation d'idées et de représentation autour des situations, et où bien sûr le chef gardera son autorité sur le groupe, il en a la responsabilité hiérarchique notamment, mais on sera dans un processus d'intelligence collective, et en ce qui me concerne, ce deuxième cas de figure est nettement supérieur et plus intéressant que le premier. Cela dit, effectivement, l'anthropologie et les neurosciences nous amènent une remise en question fondamentale par rapport à ce que nous savons ou croyons savoir, et c'est ce que je vais avoir le plaisir de partager avec vous au cours de cette émission. Ce dont il est question en définitive, c'est le fait qu'il puisse y avoir une vérité absolue ou une vérité certaine. Et en l'occurrence, l'anthropologie nous montre qu'il y a une grande diversité des savoirs et des moyens de connaître à travers l'espace et le temps, mais les neurosciences documentent de surcroît que même à un niveau personnel, nous sommes pris dans un continuum entre le sensoriel, donc ce que nous percevons du monde, le perceptif, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau réarrange les stimuli qui nous viennent dans une ébauche de compréhension, et puis des processus cognitifs qui nous permettent de penser avec rationalité, mais pas que, les phénomènes, pour trouver une explication qui nous semble convaincante. Et en fait, il n'y a aucune compréhension du réel qui ne soit pas travaillée à travers un ensemble de filtres personnels et collectifs qui conduit chacun en permanence à arriver à une interprétation singulière de ce qui est observé. Alors un cas de figure très connu évidemment, c'est celui des scènes de crime. Vous savez que si on montre à 20 témoins différents la même scène de crime et qu'après on leur demande de relater ce qu'ils ont vu, il y aura, alors bien sûr, des similarités entre un grand nombre de versions, mais toujours des différences et parfois des différences assez importantes. Alors j'ai pris un exemple tiré de la vie réelle que j'ai filmé cet été
en faisant une promenade en dehors de chez moi, voilà ce à quoi j'ai été confronté comme phénomène. Sur la base de cet élément de réalité, un phénomène météorologique, je l'ai posté sur Facebook parce que je trouvais vraiment que ça avait de la gueule et c'était la fête nationale suisse. Donc j'ai dit, ah, un feu d'artifice entièrement naturel. Mais vous vous en doutez, il y a des gens qui ont réagi en disant ça montre à quel point il n'y a plus de phénomène naturel, c'est une production de HAARP. Vous savez, ces technologies très avancées dont parle notamment le physicien Jean-Pierre Petit et qui montrent comment on peut manipuler le climat. Vous avez des personnes comme cette météorologiste qui a réagi en disant « Très belle séquence, si je n'arrêtais pas bientôt de donner des cours de météorologie, après plusieurs décennies d'enseignement, je la garderais pour illustrer le chapitre Cumulonimbus. Ce nuage m'a toujours fasciné. Déjà les peintres anciens le représentaient, surtout les Hollandais. » On imagine aussi que dans une culture pré-scientifique, on attribuera plutôt à la présence d'entités naturelles, d'esprits de la nature, de manifestations de divisité, ce genre de phénomène, alors que pour nous, c'est assez évident que soit c'est un phénomène induit par des technologies contemporaines, soit c'est un phénomène naturel, mais enfin qu'il n'y a pas d'âme du monde à percevoir dans ce genre de manifestation. Et donc, nous sommes en permanence en train d'interpréter le réel, ce qui nous conduit en anthropologie à ne pas faire de distinction entre les faits d'un côté et les croyances de l'autre. Nous parlons uniquement de croyances et de systèmes de croyances, mais non pas dans une connotation péjorative. Et le fait d'opposer les faits aux croyances, précisément, réalise cette hiérarchie. Ce que je crois être un fait est supérieur à ce que d'autres ont comme croyance, alors que pour nous, il n'y a que des systèmes de croyances. La démarche scientifique, par exemple, est un système de croyances. Elle a évidemment pris un énorme poids, elle a permis d'innombrables progrès. Donc évidemment que ça a été également une avancée dans la manière de connaître le monde, mais la démarche scientifique a aussi des limites. Et puis, il convient surtout de rappeler que ça n'est qu'un système de croyances, qu'un système de connaissances parmi d'autres. On sait que dans de nombreuses cultures, il y a d'autres manières de connaître le monde, ce qu'on appelle dans le jargon les ethnométhodologies, et qui peuvent parfois être très pertinentes pour décrire le réel. Alors un exemple que j'aime bien citer, c'est celui de ce mythe amérindien et inuit qu'on connaît sous le nom d'Amarok ou d'Amakok, mais qui grosso modo explique comment l'être humain ayant été créé sur Terre, il est un peu démuni de tout, et attendri par sa situation difficile, les dieux lui donnent le caribou, pour qu'il puisse se nourrir, se faire des vêtements avec le pelage, construire des huttes, faire des aiguilles et des armes avec les os, et donc l'être humain est super content, il a enfin de quoi échapper à sa misère. Mais le problème, c'est qu'évidemment que les fils des hommes chassent surtout les beaux caribous, bien beaux, bien gras, en bonne santé, et à force de chasser, il ne reste plus dans l'espèce caribou que les individus vieux, malingres, immatures, et donc l'espèce dégénère. Et là, l'être humain se rend compte de la difficulté dans laquelle il s'est mis, se tourne de nouveau vers les dieux en disant « Mais merci d'apporter une solution à cette situation que nous avons créée par notre inconscience. » Et là, le dieu donne le loup, qui va chasser le caribou en s'attaquant aux animaux vieux, immatures ou malades, de sorte que l'espèce puisse repartir sur de bonnes bases et se réassainir. Et vous voyez cette espèce de pensée prélogique de grands enfants n'ayant pas encore eu accès à la science, comme l'Occident les a souvent vus, détenait des siècles à l'avance une compréhension de la réalité des interactions au sein des écosystèmes qui a disparu de l'Occident à mesure que la pensée moderne émergeait. Et donc, ce qu'on observe également en anthropologie, c'est qu'il y a toujours une certaine rationalité dans toutes les ethnométhodologies, y compris, ça a été une très belle découverte de mes collègues, dans les systèmes magiques. Pour nous, la magie, c'est le contraire de la rationalité. Eh bien, pas du tout. Parce qu'en fait, ce sont des systèmes logiques, ce sont des systèmes rationnels, mais à partir de présupposés, ou de ce qu'on appelle dans le jargon scientifique des postulats ou des axiomes qui sont différents. Et il faut rappeler de ce point de vue-là que même la science est construite sur des choses indémontrables, ce qu'on appelle les axiomes. Par contre, si on accepte ces axiomes, à ce moment-là, on peut faire des constructions qui permettent d'observer et d'expliquer de plus en plus de phénomènes. Et rappelons avec tout le grand courant de l'anthropologie de l'imaginaire que ce qui apparaît irrationnel à la pensée rationaliste n'est pas sans raison.
mais une raison différente, une raison sensible, une raison symbolique, une raison imaginaire. Mais il n'y a aucun irrationnel dans l'espèce humaine qui soit complètement irrationnel. La seule chose qui pourrait produire quelque chose de complètement irrationnel, ça serait un ordinateur programmé pour émettre des séquences de mots sans queue ni tête, sans aucun lien logique. Là, on serait dans de l'irrationnel pur. Mais chez l'être humain, il y a précisément cette organicité de la pensée et de la conscience qui va forcément produire quelque chose. On peut voir par exemple que le délire de patients psychotiques garde de la signification. Ça n'est pas rationnel au sens habituel. Et donc, toute l'anthropologie de l'imaginaire s'est attachée à trouver les logiques agissantes derrière ces productions de sens, notamment les contes, les mythes, les récits, qui ont l'air de ne pas répondre à la logique habituelle, mais qui conservent malgré tout leur propre logique. Alors si on considère tout comme de la croyance, est-ce que cela veut dire que nous basculons dans un relativisme absolu ? C'est-à-dire que toutes les croyances se vaudraient. Et là, en fait, nous marchons sur deux pieds, à travers une double démarche que je me permets de vous présenter parce que je la trouve passionnante, qui est d'une côté ce qu'on appelle techniquement la démarche émique, et qui, elle, s'intéresse à la façon dont les gens pensent. Un groupe humain, une société, comment ces sociétés pensent le monde, comment est-ce que les gens perçoivent et catégorisent le réel, comment est-ce qu'ils échafaudent leurs règles de comportement, déterminent ce qui a du sens pour eux, comment est-ce qu'ils imaginent et expliquent les choses. Donc on ne porte aucun jugement de valeur, on analyse juste la cohérence, la structuration interne de la vision du monde, du système de croyance. Et puis l'approche éthique, mais sans H, elle consiste à utiliser les catégories, les compréhensions et les méthodes d'analyse de notre propre culture appliquées à cette autre culture. Donc de ne pas juste rester au discours qu'elle tient, parce qu'en fait, quand on est encapsulé dans un discours, il y a forcément des choses qui nous échappent, et donc l'anthropologue va chercher à contraster ce qui est dit à la lumière d'une vision extérieure. Alors pour vous donner un exemple, les paysans pauvres en Jamaïque qui cultivaient la canne à sucre ont longtemps raconté que la consommation de cannabis à relativement haute dose les aidait pour certains à travailler plus vite et mieux dans les champs. Et quand on sait l'impact de la consommation de cannabis sur le cerveau des Occidentaux, évidemment que ça paraît un peu bizarre. Donc on s'est dit, soit ils imaginent qu'ils travaillent plus vite, soit ça veut dire que l'effet du produit psychotrope est différent dans leur contexte que chez nous, et donc une approche éthique a été mise en place qui a consisté dans le fait de mettre des caméras vidéo enregistrant la productivité de champs où des paysans consommant de la ganja et d'autres n'en consommant pas travaillaient, de sorte à pouvoir établir le résultat des courses et que, effectivement, ceux qui consommaient avaient tendance à travailler plus vite et à être plus productifs. Voilà, donc ça veut dire que toutes les croyances ne sont pas forcément égales dans la pertinence qu'elles ont à décrire le réel ou à générer de l'efficacité dans les actions humaines, mais on cherche à toujours rester en équilibre entre ces deux approches. Et puis il y a évidemment la question éthique avec un H, qui est qu'est-ce que cela produit dans le réel? Est-ce que cela respecte des valeurs qui peuvent nous tenir à cœur? On a longtemps considéré que violenter les enfants les aidait à mieux apprendre. On se souvient des coups de règle sur les doigts des mauvais élèves ou d'un ensemble de châtiments corporels ou d'humiliation. Eh bien, on sait aujourd'hui que non, ça n'aide absolument aucun enfant à bien apprendre. C'est une conception erronée. Donc, il importe bien sûr aussi d'avoir un certain tamis par rapport à nos valeurs quant aux croyances qui sont énoncées. Alors, un autre élément important que j'aimerais apporter, c'est celui de la liberté vis-à-vis de nos propres croyances et du risque d'identification. Parce que une de nos croyances, c'est-à-dire quelque chose dont on est sûr que c'est vrai, pour le dire en langage courant, a comme caractéristique aussi d'être un marqueur identitaire. Si je crois que la libre entreprise et le capitalisme sont mieux que la social-démocratie ou le communisme, vous voyez ce que je veux dire, je vais déjà définir un certain nombre de choses par rapport à moi-même dans la réalité. Et puis, lorsqu'il y a insuffisamment de maturité, nos croyances deviennent même comme des parties de nous. Alors je vous livre une expérience dont malheureusement je ne peux pas passer la vidéo ici. Les conférences TED sont détestables à peu près autant que France
Info et France Télévisions pour le fait d'utiliser des extraits d'émissions, ce qui normalement est légal, mais bon, ils font des difficultés par rapport à ça. Et à partir d'une conférence d'un neuroscientifique qui s'appelle Anil Seth, qui était à l'université de Nottingham, et qui a présenté cette fameuse expérience. On voit ici sur l'écran. Donc vous avez un sujet qui est devant une table avec ses deux bras posés sur la table, mais il y a un champ, c'est-à-dire un morceau de carton, qui sépare son vrai bras d'un faux bras en latex. Et l'expérimentateur, avec un pinceau, parcourt les deux bras de manière simultanée, et puis, sortant de nulle part, un autre expérimentateur surgit qui plante une fourchette dans le faux bras en latex. Et ce qu'on voit systématiquement, c'est que le sujet retire son vrai bras. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette étape de l'expérience, ce qu'il voyait du pinceau sur le faux bras et ce qu'il sentait du vrai bras de l'autre côté du champ était congruent, et donc il y a eu en quelque sorte une association, c'est-à-dire qu'il a intégré sur le plan perceptif que le bras en latex était en fait son vrai bras. Et donc quand quelqu'un s'attaque au bras en latex, eh ben, il retire le vrai bras. Et ce que cette expérience tente à montrer, je fais ici une comparaison, une métaphore, une extension, c'est qu'en fait, le risque avec nos croyances, c'est que nous y soyons identifiés. Et on a pu voir par exemple que lorsqu'on est identifié à ces croyances, si quelqu'un vient mettre en cause ou attaquer une de nos croyances, nous réagissons comme si c'était une partie de notre corps qui était concernée, comme si quelqu'un plantait une fourchette dans notre vrai bras. Et là, ça pose un enjeu important par rapport à la connaissance, qui est celui-ci. Ai-je construit suffisamment de réflexivité, c'est-à-dire de capacité de prendre du recul par rapport à moi-même et par rapport à ce que je crois, pour être libre de mes croyances ? Parce qu'un vrai chercheur scientifique ou un vrai penseur devrait l'être. Si toute ma vie j'ai cru à une hypothèse, j'ai construit plein d'expérimentations pour la prouver, les résultats ont été cohérents, on m'a même crédité de cette découverte qui porte mon nom. Ça n'existe pas en ce qui me concerne, mais il y en a d'autres pour qui c'est vrai. Et puis qu'une autre expérience vient démentir sa fiabilité, que l'hypothèse s'effondre, est-ce que je suis effondré parce que ma belle hypothèse qui portait mon nom a été démentie, ou est-ce qu'au contraire, je m'en réjouis parce que ça veut dire que la connaissance va pouvoir progresser davantage ? Et donc un vrai scientifique ou un vrai penseur, c'est quelqu'un qui doit être prêt en permanence à renoncer à n'importe laquelle de ses croyances. Parce que le propre de la démarche scientifique, je le rappelle une nouvelle fois, c'est d'être réfutable. C'est paradigmatique, c'est consubstantiel à sa nature. Pour qu'une théorie ou une hypothèse puisse être vraie, véridique, vraisemblable, il faut qu'elle puisse, le cas échéant, être réfutée, sinon ça devient un dogme. Et il y a une hiérarchie des évidences dans la démarche scientifique. Avec d'ailleurs un débat intéressant autour des termes, preuves, mais la preuve c'est censé apporter la démonstration irréfutable que quelque chose est vrai, et donc il ne peut pas y avoir de preuve scientifique, puisque s'il y a une preuve de quelque chose, à ce moment-là ça n'est plus réfutable, et donc ça ne s'inscrit plus dans la démarche scientifique. Et dans la hiérarchie des évidences, on part de l'anecdotique, j'ai vu cela, ou j'ai assisté à cela, ou on m'a dit cela, puis on arrive à de l'observationnel, c'est-à-dire on a observé dans un certain nombre de cas ceci ou cela, et puis en théorie, avec plus de valeur scientifique, mais c'est contestable, quelque chose qui est appuyé sur des statistiques, et notamment ce qu'on appelle la démarche evidence-based. Alors je me permets de le mentionner parce que, autour de questions auxquelles je vais venir, j'ai parfois des spectateurs qui me disent « Oui, mais j'ai vu des vidéos où il se passait ça ou ça ». Oui, mais avoir vu une vidéo, en termes de niveau d'évidence, c'est très faible. Entendons-nous bien, peut-être que vous avez vu en vidéo quelque chose de vrai, et que ça se confirmera, et que ce qu'il y avait sur la vidéo était véridique. Mais ça n'est pas parce qu'on a vu des vidéos que quelque chose est vrai. Et d'ailleurs, même la démarche evidence-based medicine, comme on l'appelle, est extrêmement polluée, on le sait, parce qu'il y a trop de corruption et de pollution dans le domaine scientifique. Elle est censée aussi intégrer le sentiment subjectif du patient et du soignant. On a totalement évacué ça au profit uniquement de la statistique. Et donc, c'est une vraie question pour chacun d'entre nous. Si je découvrais demain, de manière incontestable, que quelque chose que j'ai cru de bonne foi pendant toute ma vie est faux, est-ce que je serais capable de réviser mes convictions ?
Alors, je vais être titillant. Si demain on montre que les virus n'existent pas, est-ce que les virologistes et les microbiologistes en exercice seraient capables de franchir le pas de dire « on s'est trompé, on a cru de bonne foi à quelque chose qui était convaincant sur la base des éléments, notamment d'expérimentation dont nous disposions, mais en fait c'est faux ». Même chose pour les gens qui actuellement affirment que les virus n'existent pas. Si on avait la démonstration définitive, en quelque sorte, ou presque, que les virus existent, est-ce que vous seriez prêt à renoncer à ça ? Pour les personnes qui sont convaincues qu'il y a du graphène dans les injections, si on a la démonstration que ça n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez renoncer à votre croyance ? Et ceux qui disent non, c'est impossible, il n'y en a pas, est-ce que vous seriez prêt à vous dire ben si, en fait, il y en a ? Voyez ? Ça, c'est l'éthique de l'intelligence, c'est l'éthique de la pensée. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une immense crise de l'expertise. Pourquoi ? Parce que trop de gens présentés comme des experts ou ayant ce statut ont dit tout et n'importe quoi, ont proféré des mensonges, se sont précisément arc-boutés sur des explications insensées ou impossibles, et nous n'avons plus aujourd'hui cette confiance que l'expert dans une position d'autorité sait de quoi il parle. Et là, le bas blesse vraiment à un niveau sociétal, civilisationnel. Pourquoi ? Parce que revenons même à l'étymologie du mot expertise. C'est un mot qui veut dire qui a accumulé tellement d'expérience qu'il est compétent dans son domaine. Voilà, je le reformule, mais c'est exactement le sens d'expertise au regard de l'étymologie. Et on voit qu'aujourd'hui, on s'est trouvé dans l'inverse. À peu près tous les experts de plateau, ceux qui ont été mis en avant par le discours médiatico-politique, se sont trompés sur tout et n'ont eu raison sur rien, comme le dit Éric Chabrière. Et puis les vrais experts, soit se sont fait démolir quand ils étaient dans des positions d'autorité comme étant des charlatans, mégalomanes et égotiques, soit comme étant des seconds couteaux. Et donc, on ne sait plus à quel saint se vouer, on ne sait plus vers qui se tourner pour entendre une parole crédible quant au réel. Et bien sûr que cette expertise basée sur l'expérience, elle compte. Quand on a fait beaucoup de terrain en anthropologie, qu'on a pratiqué la méthode ethnographique, l'analyse ethnologique, la pensée anthropologique, eh bien, j'ai envie de dire, on a une compétence que quelqu'un qui n'a jamais fait ça ou qui n'a fait que lire des livres pendant toute sa vie n'a pas. Quand quelqu'un a travaillé dans un laboratoire de recherche en microbiologie pendant des décennies, il sait un ensemble de choses que si on n'a pas cette expérience, on ne connaît pas. Et d'ailleurs, on connaît, la littérature médicale en est riche, toutes ces anecdotes où une équipe séchait sur un cas particulièrement difficile, et même le jeune médecin-chef, frais et moulu de la faculté, pataugeait. Et puis un jour, un vieux médecin, professeur à la retraite, passe dans le service. On en profite pour lui dire « Ah, mais ça, vous en pensez quoi ?» Et il trouve tout de suite du premier coup. C'est pas systématique, mais ça existe. On voit ça aussi dans le domaine du trading, enfin dans un ensemble de domaines. Et quel est cet élément supplémentaire qui relève au fond presque plus de l'intuition ? C'est en fait une intelligence non rationnelle, non discursive. C'est-à-dire que la personne a tellement vu de cas, a tellement réfléchi, a tellement vécu son domaine de recherche qu'il a des espèces d'intuitions de pensée qui, très souvent, sont meilleures que ce que la simple démarche analytique permet de mettre en lumière. J'aimerais encore, parce que il me semble que cela fait partie de ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté scientifique, relever que bien sûr l'expertise est à valoriser quand elle est honnête, quand elle est probe, quand elle est solide. Mais la non-expertise est également à valoriser. Un cas de figure que j'aime bien rappeler est celui de l'expertise profane. De quoi s'agit-il ? C'est d'exposer un milieu de travail, par exemple un service hospitalier, à des gens qui ne connaissent rien à l'hôpital ni à la médecine. Et donc on crée un panel de citoyens qui va venir pendant un certain nombre de jours se balader dans tous les services et poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça à l'autre et pas à celui-là ? Pourquoi les choses sont-elles organisées comme ça ? Et ce que l'expertise profane permet de mettre en lumière, c'est tout ce qui échappe aux experts spécialisés. Parce que eux, ils sont dans la routine. On a toujours fait comme ça, mes maîtres ont fait comme ça, ou il y a eu une innovation qui est arrivée à un moment donné, et donc je suis dans mon domaine de connaissance. Oui, mais quelqu'un qui n'y connaît rien va souvent pouvoir poser des questions particulièrement intéressantes.
Et en ce qui me concerne, je suis très convaincu de l'intérêt de la combinaison des expertises entre des expertises spécialisées et des expertises profanes. Alors certains spectateurs se sont dit étonnés de la virulence de mes propos lors d'une récente émission au sujet de la question des personnes qui croient à l'inexistence des virus. Alors, on ne s'exprime pas toujours de la manière la plus conforme à sa pensée, mais il y a aussi des éléments contextuels. Et ce que j'ai dit dans cette émission, c'est que je trouvais problématique que des gens qui n'ont aucune connaissance en microbiologie, qui n'ont jamais suivi le moindre cours, qui n'ont jamais travaillé en laboratoire, se permettent de décréter quelque chose par rapport au virus. Ce n'est pas la croyance dans l'inexistence des virus qui me pose problème. En ce qui me concerne, en tant qu'anthropologue, je suis ouvert à toutes les croyances. Et je l'ai souvent dit, je n'ai aucune prévention quant aux gens qui croient que la Terre est plate. Ils sont libres de croire ça. Où est le problème ? Après, ça n'est pas ma croyance, parce que quand je fais de l'évidentialité, il me semble qu'il y a plus d'éléments qui plaident en faveur d'une Terre sphérique que d'une Terre plate. Mais ça me regarde. Et je trouve que, sauf lorsque les croyances portent atteinte à la dignité des personnes, croire que c'est bon pour un enfant de le mettre dans le lit d'un adulte pour qu'il en exploite sexuellement, là je suis contre cette croyance, mais pour des raisons éthiques. Après, sur le fond, les personnes qui croient qu'il y a du graphène dans les injections ne me dérangent absolument pas. C'est leur droit d'y croire, ils ont probablement un ensemble d'éléments sur la base desquels fonder cette conviction. Par contre, ce qui me pose problème, c'est quand ces convictions, disons ça pour pas utiliser le mot croyance, deviennent conditionnelles et sont instrumentalisées à des fins en réalité politiques. C'est-à-dire quand on dit « mais si vous croyez au virus, ça veut dire que vous êtes dans l'opposition contrôlée ou que vous êtes un complice du système. Si vous niez la présence de graphène dans les injections, alors vous êtes un traître. » Vous voyez, là ça devient problématique. Parce qu'il est essentiel que les questions restent ouvertes. Et donc, en ce qui me concerne, je le rappelle pour le graphène, je considère que nous n'avons pas de données probantes suffisamment solides pour dire qu'il y en a de manière constatable dans les injections. On sait que les technologies sont prêtes, on sait que cela va arriver tôt ou tard. Peut-être y en a-t-il déjà dans certains lots injectés, je n'exclus rien. Par contre, je ne me sens pas en mon âme et conscience et dans ma probité de penseur aujourd'hui en mesure de dire oui, c'est sûr, il y en a. Voilà. Et donc je rappelle qu'il est essentiel de garder cette ouverture de la pensée. Tout ce que nous croyons, quelles que soient nos convictions, est susceptible d'être remis en question tôt ou tard, ce qui n'implique pas, bien sûr, de négliger certains éléments objectifs qui peuvent être amenés les uns pour les autres. Après se pose la question du degré de fiabilité et de la place de ce qui est amené dans une hiérarchie des évidences. Je me permets donc de rappeler que le doute et le scepticisme sont sains. Et on voit comment les médias ont, en quelque sorte, jeté une lumière péjorative sur le scepticisme. Vaccino-sceptique, corona-sceptique. Ben oui, le scepticisme, c'est sain. Donc en fait, ils nous faisaient des compliments, mais on comprend bien que ce n'était pas exactement leur but. Le doute et le scepticisme sont sains, mais ça n'est pas le cas de la dynamique du soupçon et de l'accusation. Et c'est là où, quand, au lieu de respecter les convictions de l'autre, en partant du principe qu'a priori, il n'y a pas raison de le considérer de mauvaise foi, pour tout de suite dire « Ah, bah s'il n'est pas d'accord avec nous, alors c'est qu'il est dans le mauvais parti, le mauvais camp », on entre dans les processus de pensée sectaire. Et ça, c'est du poison. Et on l'a vu beaucoup, malheureusement, bien sûr du camp d'en face, mais aussi désormais d'une partie de ceux qui se prétendent être de notre camp, c'est-à-dire cette manière de jeter le soupçon en permanence en portant des accusations indémontrées et indémontrables la plupart du temps, et ça, je suis désolé, je me permets de le redire, ça n'est pas OK. Ça n'est pas OK aujourd'hui, mais ça n'est pas OK dans n'importe quel domaine, à n'importe quel moment. On parle ici de processus de pensée. Et il faut effectivement distinguer de surcroît entre l'erreur de bonne foi, et nous en commettons tous, il est impossible de ne pas en commettre, et ce qui relève du mensonge, ou de la complicité ou de la complaisance. Alors, il y a cet exemple malheureusement très parlant qui vient de sortir sur les réseaux sociaux, puisque Pascal Praud, le fameux Pascal Praud, a finalement reconnu que tous les journalistes savaient que ce qui était dit au sujet des injections géniques expérimentales était faux, mais qu'il y avait une interdiction de le dire. Alors écoutons-le. On s'est tous vaccinés
Pas tous. Oui, pas tous, parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. En fait, moi, je suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez un certain... à autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui, mais les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien, c'est vrai. Tout à fait. Ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, mais on a été interdit de le dire. Mais évidemment. C'est quand même incroyable. Oui. Bon, il nous reste 2 minutes. C'est incroyable, non, c'est de la lâcheté, dans une période totalitaire. Et ça, évidemment, ça n'est pas OK, comme ne sont pas OK les postures fanatiques ou définitives sur certaines questions. Donc, restons ouverts, restons capables de discuter un ensemble de choses, restons capables de nous tourner vers des vrais experts, ouverts à nos idées pour voir ce qu'eux peuvent confirmer ou non de travaux produits par des non-experts, mais surtout, restons vraiment dans cette sensibilité de l'intelligence qui consiste à distinguer avec pertinence, avec discernement, dans cette hiérarchie des hypothèses, en ce qui me concerne, entre ce qui paraît attesté, il n'y a rien qui semble contredire cela. Par exemple, si sur Terre je lâche un solide plus lourd que l'air, il va tomber. Ce qui paraît vraisemblable, parce qu'un faisceau d'indices converge dans cette direction. Ce qui est ouvert, c'est plausible, c'est-à-dire que ça peut exister, ou même probable, il y a de fortes chances que cela soit vrai. Ce qui paraît invraisemblable, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour l'étayer, mais qui sait, il est possible que cela soit bel et bien vrai. Et enfin, ce qui paraît exclu, parce qu'on n'a jamais vu ça, où il y a vraiment des éléments d'évidence trop faibles. Par exemple, on n'a jamais vu spontanément un homme devenir une femme. Bon, ça paraît exclu. Je vais au cours des semaines et des mois à venir axer le travail de cette chaîne de plus en plus sur des éléments de fond comme celui que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Ceci pour différentes raisons. Déjà qu'il y a un ensemble de médias indépendants qui font un excellent travail par rapport à l'actualité. Également parce que je me sens toujours un peu inconfortable de m'aventurer sur des sujets qui ne sont pas ceux de mon expertise. Et puis parce que, au-delà de la surface des phénomènes et du bruit des vagues qui en permanence s'agitent, d'autant plus qu'il y a une instrumentalisation de l'actualité et notamment de l'actualité traumatisante par les pouvoirs en place, il me paraît d'autant plus intéressant de porter attention à ceux qui organisent l'émergence des phénomènes, mais également la manière dont nous réagissons à cela. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner à partir d'€1 par mois ou de faire une donation du montant de votre choix. Et puis, je donne rendez-vous à celles et ceux que cela intéresse. C'est différent que ma production d'informations, mais j'ai également une offre de formation en ligne. C'est mon métier depuis très très longtemps que de faire de la formation d'adultes en université, dans des hautes écoles en santé, dans des cercles de formation professionnelle. Et je vais aborder la question du cerveau, parce que notre cerveau est sous attaque depuis un certain nombre d'années. Et je ne parle pas des nouvelles technologies, je ne parle même pas de l'ingénierie sociale, je parle de cette réalité de comment notre cerveau est construit, de son architecture et de ses fonctionnalités prévues par le programme de l'espèce dans un environnement naturel, et le fait que la société hyper-technologique et d'information dans laquelle on est nous met en décalage par rapport à la manière dont on est construit. C'est l'objet de pas mal de réflexions et d'investigations depuis un certain nombre d'années. Je vous montre là un excellent livre qui s'appelle « Chasseurs-cueilleurs égarés au XXIe siècle ». Ce sont des biologistes de l'évolution américains. Il a été traduit en français. C'est vraiment un très très bon livre. Je le recommande à toute personne intéressée. Et ce lundi 7 octobre à 20h, je propose un webinaire en ligne sur cette question. Nos cerveaux sous attaque, neurostratégie pour nous comprendre et nous protéger. Il est nécessaire de s'inscrire parce que j'utilise une plateforme avec une personne qui fait l'animation du webinaire pour me permettre de présenter ce que j'ai à dire. C'est dans un cadre commercial, il y a une proposition de vente à la fin, mais pas que. Il me tient à cœur toujours de proposer de nombreux contenus gratuits. Et donc, les personnes qui assisteront au webinaire, qui sera par ailleurs proposé en replay par la suite, pourront avoir accès, s'ils le souhaitent bien sûr, à un mini-cours en ligne gratuit où j'exposerai
les compréhensions fondamentales qu'on a acquises grâce aux neurosciences ces dernières années et dont la conscience peut vraiment nous aider de manière très importante à mieux vivre cette époque extrêmement difficile dans laquelle on est. Donc si cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous lundi 7 septembre à 20h, et si cela ne vous intéresse pas, ce qui est tout à fait respectable, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne bientôt pour de prochaines émissions. Merci.